Direct dans 2 minutes. Le caméraman prévint Claire que le duplex allait avoir lieu. Claire était une jeune journaliste postée devant la cour d'assises de Vitry-sous-Bois. Aujourd'hui s'ouvrait le procès de 3 jeunes hommes, âgés d'environ 20 ans. Elle se remaquilla, lui sa fiche une dernière fois. Elle appréhendait son premier passage à la télévision. Direct dans 5, 4, 3, 2, 1. Bonjour, dit Claire manifestement mal à l'aise devant une caméra. Aujourd'hui débute le procès de Pascal Mathurin, Thomas Mazieux et Idir Belker dans l'affaire dite de la voiture brûlée. L'avocat de la famille demande une peine de prison à perpétuité incompressible. Dans la salle d'audience de la cour d'assises, aucune caméra n'était invitée. L'avocat général, Maître Goriot, débuta son discours devant les jurés et le public d'une manière peu conventionnelle. Bonjour messieurs les magistrats, messieurs les jurés. Si vous me le permettez, j'aimerais commencer cette journée par une digression. Cela vous choquera autant qu'à moi-même, je me vois dans les yeux de ces 3 prévenus. Je vois ce que je serais devenue si je n'avais pas eu ma chance. Et pourtant, peut-on dire que j'ai eu de la chance de naître après-guerre? Jamais je n'aurais cru dire ça. J'ai vécu à Vitry-sous-Bois, comme eux. Sauf que, contrairement à eux, je ne m'ennuyais pas. À mon époque, vous voyez à mon visage que ça remonte à loin, il y avait une maison de la jeunesse ouverte de 10h à 22h. Nous étions tous, nous les jeunes, dans ce lieu béni, à y faire nos devoirs, du baby-foot, du dessin ou du théâtre. Il n'y avait pas de vol. Puis arrive la première crise économique des années 70 et l'élection de Giscard. On a fermé ces centres sous prétexte qu'embaucher 2 personnes à temps plein coûtait trop cher à la collectivité. Réduction des coûts. Qu'ont fait les jeunes? Les halls d'immeubles sont devenus leur maison de la jeunesse. Ils s'y sont ennuyés et ont commencé à casser des abribus, brûler des voitures. La collectivité a oublié, ou a fait mine d'oublier, pour des objectifs électoralistes, que la réparation coûte plus cher que la prévention. Et regardez-moi ces 3 personnes dans le box des accusés. Ils ne sont habités que par l'ennui, terreau fertile où germent tous les vices. Évidemment, tous ne sont pas comme ça. Évidemment, plein de jeunes s'en sortent. Le problème, c'est que cette minorité qui est passée entre les mailles du filet de la République et qui commet des actes qui émeuvent la France, je crois qu'on a une part de responsabilité, aussi infime soit-elle, mais aujourd'hui nous ne jugeons pas notre société. Nous jugeons ces 3 personnes accusées d'actes de barbarie, une ignominie sans nom, perpétrée à quelques jours de Noël. Maître Goriot contenait difficilement ses émotions. Rarement il eut à faire face à tant de souffrance et de colère. Messieurs les magistrats, messieurs les jurés, veuillez m'excuser. Ce que vous allez voir est la pièce numéro 22 versée au dossier de l'accusation. Pour le bon déroulé du procès, nous devons vous présenter toute la vidéo filmée par M. Idir Belker avec son smartphone. Outre les paroles ordurières, les images que vous allez voir sont choquantes, à un point que vous ne pouvez imaginer. Un policier amena un téléviseur et un lecteur DVD. Il appuya sur le bouton « Play » du lecteur. C'était la nuit, dans le quartier de Vitry-sous-Bois. La vidéo montrait 3 jeunes adultes d'environ 20 ans. Pascal Mathurin, dit Scalpa, Thomas Mazieux et Idir Belker qui filmaient avec son téléphone. L'hiver était arrivé avec plusieurs jours d'avance dans cette ville moyenne au nord-ouest de Paris. Scalpa et Thomas, habillés d'un survêtement Adidas, d'un bonnet et d'une doudoune, commencères à fumer. Punaise, dit Scalpa, tu roules comme une crotte. Je dirais même comme une vieille crotte. Tu pues. Elisabeth F., 29 ans, était pour la première fois jurée d'assises. Elle, la jeune blogueuse de mode issue d'une famille aisée, n'aurait jamais cru entendre autant de vulgarité en si peu de temps. Ça commence bien, se dit-elle. La vidéo poursuivait. T'es idiot, dit Thomas dans un rire avant de lécher sa cigarette qui ressemblait à une vieille branche qu'à un cône. T'en auras pas. Ils rirent. Et finalement, les 3 jeunes hommes fumèrent. Punaise, je me les caille sévère, dit Scalpa. C'est clair, répondit Thomas. On était mieux au chaud, au tout petit, à attendre les cadeaux. Surtout les cadeaux, affirma Scalpa. La bonne époque. Idir, qui était resté muet jusqu'à maintenant, donna le téléphone à Thomas, pour fumer également. Il expira une fumée qui se mêla avec la buée. Il rappa en freestyle. La vie nous fait pas de cadeaux, pourtant on croit toujours au Père Noël. Gagner le gros lot loto, plutôt numéro d'écrou à la appel. On prie le ciel entre 2 shoots de pays-pommes. Rêve de Dolce Vita au goût de lait et de miel. Les cafards seront notre réveil en prise, dont la vie c'était mieux avant quand elle était belle.
Idir, arrête tes freestyles, dit Thomas. Martin G, 59 ans, était lui aussi pour la première fois juré d'assises. En pré-retraite, il aimait les repas en famille le dimanche, les vacances chez son frère en Guadeloupe et les poèmes d'Aimé Césaire. Pour lui, ce freestyle était aussi mélodieux qu'un crissement de pneus sur la route. La vidéo continuait. Sur l'écran de télévision, Idir ne se laissait pas faire pour autant quand on le charriait sur ses freestyles ratés. Il répondit ceci en des termes assez explicites. « Je t'enquiquine comme si j'étais l'éléphant et toi le canari. Je préfère me tromper plutôt que... » Et les deux autres le coupèrent. « Arrête, purée !» dit le vulgaire Scalpa. « Écoute, Idir, le prends pas mal, mais tu rappes comme moi quand je fais du Mozart. » Idir allait commencer un autre freestyle, mais Scalpa l'interrompit. Valentine D, 26 ans, jeune assistante RH, se dit qu'elle était contente de ne pas comprendre un mot sur deux employés dans la vidéo. Elle se jura également qu'elle n'embaucherait jamais une personne de Vitry-sur-Bois. Scalpa et Thomas savent ce qu'à faire. Idir rit jaune. Et c'est là que Scalpa lança aux autres l'idée. Au fait, les gars, vous avez vu la goffe de Madame Sophia? La pauvre du 10e étage, dit Thomas qui voulait être marrant. Ouais, la caisse est un peu vieille, 1995, je crois. Mais elle a été remontée par son fils. Franchement, dit Thomas, comme il fait le malin, le fils de Madame Sophia avec son travail de garagiste qu'il vient d'avoir. Il a vraiment de la chance d'avoir trouvé un taf, lui. Ça fait pas longtemps, ce qu'on m'a dit. Mais t'en as cherché du boulot, toi? Dit Scalpa. Pourquoi faire? T'es idiot ou quoi? On est cramé, je vais pas perdre mon temps. Aziz B, 38 ans, chargé de relations publiques dans une société de lobbying pharmaceutique, enragea à l'écoute de ces paroles. Il habitait la ville d'à côté et avait vécu dans le même genre de quartier délabré, laissé à l'abandon par les pouvoirs publics. Ce n'était pas une excuse pour lui. Malgré les difficultés, il s'était battu contre les préjugés et avait réussi comme d'autres personnes de son quartier. Pour moi, enchaîna Scalpa, le fils de Madame Sophia est un gros idiot. Ça sert à rien de bosser, c'est un bolos. Il se la joue avec son boulot, mais c'est un mec qui reste dans le système. Je le dis comme je le pense. Ok. Mais pourquoi tu me parles de cette caisse, Scalpa? Le coussin kikine, pourquoi on n'irait pas faire un tour? Faire quelques burns et tout. T'as les clés? Qui te parle de clés? Tu peux être idiot. Oh, calme-toi, idiot. Victor T, 24 ans, garçon boucher, se dit qu'ils étaient comme tout le monde en pire. Lui aussi s'insultait avec son frère et sa sœur. C'était une marque d'affection. Mon frère m'a appris comment ouvrir et allumer ce genre de caisse, dit Scalpa. Easy. Plongé pour des conneries, Saul lance vers le palais de justice. Voir le sultan à la fourrure d'hermine, coup de marteau, casse-prison qui sent la pisse. Il ne croit pas si bien dire, se dit Sylvain, 42 ans, assistant comptable au chômage. La vidéo se poursuivait. Les trois personnages se retrouvèrent sur le parking. Chacun avait son rôle. Scalpa s'occupa d'ouvrir et d'allumer la Golf Volkswagen de Madame Sophia. Thomas fit le guet et Idir filmait toujours. Tous s'installèrent dans la voiture et le moteur s'alluma. Scalpa conduisait. À sa droite se trouvait Thomas et derrière il y avait Idir et son smartphone. Scalpa roulait vite dans le parking pour faire crisser les pneus lorsqu'il tira le frein à main. Thomas lui demanda pourquoi il ne mettait pas les feux de position. « Je mets pas les feux pour pas qu'on se fasse repérer, » dit Scalpa. « Je te les mettrai plus tard quand on sera sorti du terre-terre. » Marcella, en pré-retraite, les traita intérieurement de jeunes idiots. Ils pouvaient se faire repérer par la lumière des lampadaires qui illuminaient le parking. La voiture sortit du quartier pour s'enfoncer dans le petit bois après le pont. Il n'y avait plus de lumière. C'est là que Scalpa alluma les feux de croisement. Une lumière bleue. Une lumière brève et intense. Boum! Il y eut un choc frontal. Les jurés tressaillirent et la famille de la victime poussa un cri. Scalpa tira le frein à main. La voiture fit une glissade de 30 mètres. Les jeunes hommes sortirent de la voiture et virent un vélo en accordéon et un jeune enfant désarticulé. Idir brisa le silence. « Vous qui êtes aux cieux, protégez-nous du courroux de Dieu. » Scalpa jura. « Mince, mince, mince !»« T'as fait quoi ?» interrogea Thomas. Scalpa vit rouge et allait se battre avec Thomas si Idir n'était pas intervenu. « Thomas, t'es aussi coupable que moi. Et toi aussi, Idir. Vous m'avez pas dit de pas carotter la voiture, donc vous êtes autant responsable de... » Il regarda par terre et pointa du doigt le corps inerte. « Vous êtes autant responsable de ça que moi. »
Purée, il y a une voiture qui arrive. Vite, les gars, dit Scalpa. Je déplace le corps. Idir bouge le vélo, file ça, et Thomas, tu gardes la voiture sur le bas-côté de la route. Là, vous faites comme si de rien n'était. La mère du petit garçon pleurait en voyant les images. Le juge demanda à un policier d'appuyer sur le bouton pause du lecteur DVD et de la faire sortir, les images étant par la suite encore plus insoutenables. Le jury était mal à l'aise. Valentine prit la main de son voisin, Victor. Sylvain et Aziz regardaient avec colère le box des accusés. L'avocat général prit la parole. Nous avons retrouvé le conducteur qui passait à côté de la voiture sur le bas-côté, ce soir-là. Il avait trouvé étrange d'apercevoir 3 jeunes hommes à côté d'une voiture sur le bas-côté qui le saluèrent, si bien qu'il prit la décision d'alerter la police. L'avocat général se tourna en direction des accusés et ajouta « En essayant de ne pas attirer l'attention, vous aviez l'air suspect. » Honteux, les accusés regardaient leurs chaussures. Le policier revint seul dans la salle d'audience du tribunal, fit un signe de tête au juge pour lui signifier qu'il pouvait continuer la vidéo. La vidéo reprit. Thomas prit le pouls de l'enfant. Néant. « C'est pas le petit dernier de Madame Sophia ?»« Je crois que si, » s'inquiéta Thomas. « Qu'est-ce qu'il fichait là aussi ?» s'énerva Scalpa. « On fait quoi? On laisse le corps dans les ronces là où tu l'as mis et on se casse? Dans les quoi? » Eat and run, laissé pour mort. Danse macabre, un pied dans la tombe. Cet enfant a côtoyé le mauvais sort. Maintenant, ils veulent démarrer en trombe. « Mais ferme-la » cria Scalpa avant de reprendre plus calmement. « On saura que c'est nous. Il y a nos empreintes partout et nos sursis vont sauter. » Le juge lut les casiers judiciaires bulletin numéro 1 des accusés. Il était inscrit que les 3 jeunes hommes avaient braqué, 6 mois avant le drame, une boulangerie avec des kalachnikovs en plastique. Le montant de leur butin s'éleva à 63,04 €. Ils avaient eu la présence d'esprit de mettre un bas de collant sur la tête, mais gardèrent leurs habits de tous les jours. C'est ainsi que les enquêteurs purent déterminer avec précision les braqueurs. « Punaise, les gars, j'ai une idée !» dit Scalpa. « Vas-y, dis pour voir » répondit Thomas. « Le truc, c'est qu'on amène la voiture, le gamin et le vélo dans les bois. »« Tu veux enterrer le gamin et le vélo ?» interrogea Thomas. « Mais non, on n'a pas de pelle à ce que je sache. Si tu peux être idiot, faites ce que je vous dis et vous verrez. » Les 3 garçons mirent le vélo dans le coffre de la voiture volée. Puis, sur la banquette arrière, le corps de l'enfant désarticulé. Ensuite, une fois à l'intérieur, ils conduisirent la Golf Volkswagen dans les bois. Pendant le trajet, ils dirent qu'il était à côté de s'y ressembler dorénavant plus à une poupée de chiffon qu'un gamin, crut bon de ceux qui filmaient avec. Rigolard. C'est un spectacle macabre. Marie-Ange P., 52 ans, ouvrière chez Lagrange, trouvait ce spectacle sinistre, dégoûtant. Quelle idée de se filmer ainsi. Elle en avait la nausée. Elle aurait aimé que la peine de mort soit rétablie. Une fois arrivés dans un endroit assez éloigné de la route, ils mirent l'enfant dans le coffre sur le vélo. « Tu veux faire quoi, Scalpa » dit Thomas. « Tout brûler. »« Quoi » dirent en chœur Thomas et dirent qu'il récitait plus sévère. « Mort pour mort, » dit Scalpa. « Puis ça nous réchauffera. »« Mais il n'y a pas de mais, Thomas. C'était un accident et avec nos antécédents, c'est comme ça qu'on dit, hein, avec nos antécédents, on risque la tôle tous les 3. Alors je sauve vos petits culs de zoulettes, dites-moi au moins merci. » Il y eut un lourd silence. Puis Scalpa demanda à Idir. « Bon allez, le poète, passe ton feu. »« Attends, » dit Thomas. « S'ils découvrent le corps, ils vont le reconnaître direct avec son empreinte dentaire. J'ai vu ça dans un épisode des experts. »« T'as raison, Thomas. T'es pas idiot, des fois, » dit Scalpa avant de crier. « Mesdames et messieurs les bois, je vous présente Thomas, qui nous empêche d'aller en prison. » Thomas l'implora de se calmer. Ils avaient un cadavre sur les bras. « Ok, les gars. Bon, regarde dans la voiture s'il n'y a pas un truc pour lui casser les dents. » Idir regarda dans le coffre en poussant le vélo, et l'enfant y trouva une boîte à outils dans laquelle se trouvait une tenaille rouillée. Scalpa enleva sa doudoune et releva ses manches. Il avait un tatouage de serpent du plus mauvais goût. Il prit une tenaille et commença à enlever les dents du petit garçon une par une. « Punaise, c'est du sport d'être dentiste, » dit Scalpa en s'épongeant le front du revers de sa main gauche. L'assemblée était en larmes face à tant de souffrance et de haine, ainsi que de bêtises. Certains s'empêchaient de regarder. Sylvain et Victor, les 2 jurés, ne pensaient qu'à une vengeance possible. Perdre ses dents avant la vieillesse, mourir avant de vivre, soupir de la jeunesse. Pourrir la tête pleine de rêves et pas encore de remords. Sourire à pleine gencive face à la mort. Juste, ferme-la et dire. Bon, dit Thomas, ça y est, s'ils savent pas qui c'est, ils trouveront jamais les tueurs. J'espère. Il ferma le coffre où se trouvait l'enfant.
puis ils brûlèrent la voiture au milieu de la forêt humide et sombre de Vitry-sous-Bois. Les 3 jeunes hommes regardaient leur voiture brûler avec l'enfant dans le coffre, comme s'ils fixaient un feu de joie. On ne remontera jamais jusqu'à nous, affirma Scalpa, le sourire aux lèvres. Le smartphone tomba. Les tueurs aussi. Il connaissait par cœur cette vidéo. Maître Goriot, l'avocat général, avait tout au long de la projection le regard dans le vague. Il ne put revoir la vidéo, mais savait que c'était fini. Il appuyait sur le bouton stop du lecteur DVD afin que la vidéo s'arrête. Il prit la parole. Messieurs les magistrats, messieurs les jurés, vous aurez le droit de délibérer une fois que les avocats des accusés auront débattu. Assurément, cela prendra quelques jours. Cependant, j'ai un mot à dire. L'histoire ne s'arrête pas là. Idir n'avait pas trouvé toute la drogue dans la voiture. Une quantité non négligeable de drogue brûlèrent donc dans les bois de Vitry-sous-Bois cette nuit-là. Ils s'intoxiquèrent. Quant à la police, alertée par l'appel du conducteur qui croisa les 3 jeunes hommes sur la route, elle vit un feu dans les bois et c'est là qu'elle trouva la voiture et les 3 corps endormis des jeunes adultes. Le pire de tout, excusez mon émotion, l'avocat général fut silencieux un instant. Le pire de tout, c'est que Thomas prit le pouls du jeune enfant sur le menton et non sur le cou, là où passe la jugulaire. Ils le crurent mort, mais il ne l'était pas. Il n'était qu'assommé à cause du choc et des multiples fractures. Les médecins légistes se racontent qu'il a pu souffrir d'une commotion cérébrale et ne pouvait bouger. L'enfant ressentit des stimuli inférieurs à de la douleur, mais il ressentait quelque chose. La vidéo montre également qu'il respirait à peine quand il fut mis dans le coffre. L'enfant brûlait au milieu des drogues diverses dissimulées dans la voiture par un de ses grands frères, Vincent. On peut identifier le cadavre, carbonisé grâce à la gourmette offerte par son père avant qu'il ne quitte le domicile conjugal. Il était inscrit Mathis Drummond. Les fumées de la drogue ont pu lui offrir une hallucination qui, j'espère, a rendu sa mort plus douce malgré la brutalité de celle-ci. Ce soir-là, le petit Mathis avait fugué, ne supportant plus le cancer de sa mère et les disputes incessantes de ses 2 grands frères à la maison. Vous l'aurez compris, je demande la perpétuité pour les accusés que sont messieurs Pascal Mathurin, Idir Belcaire et Thomas Mazieux. L'ensemble des jurés prit sa décision à partir de cette vidéo. Tous déclareraient coupables les 3 jeunes hommes le jour du verdict et avaient dans l'espoir que les coupables ne ressortiraient de prison que les pieds devant. Direct dans 2 minutes! Le caméraman prévint Claire que le duplex allait avoir lieu. En cette fin de matinée, les juges avaient rendu leur verdict. Claire relut ses fiches et vérifia son maquillage dans un miroir de poche. La jeune journaliste se plaça face caméra devant la cour d'assises. Direct dans 5, 4, 3, 2, 1. Coup de tonnerre à la cour d'assises de Vitry-sous-Bois. Les 3 accusés sont libérés à cause d'un vice de procédure. Les magistrats ont donné raison aux avocats des 3 accusés, en estimant que les motifs du placement en garde à vue n'ont pas été expressément mentionnés dans le procès-verbal informant le procureur de la République de la mesure de placement en garde à vue.